Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois une femme au parcours aussi impressionnant qu'inspirant. Ingénieure chimiste, après des stages au sein de grands groupes qui ne lui ont pas plu, elle a travaillé dans des PME avec des dimensions internationales. Et pourtant, malgré ses réussites de société et ses responsabilités, quelque chose manquait. Ce qui l'animait profondément n'était pas là. Alors, elle a osé. Oser écouter ses émotions, faire le tri entre ce qui vient d'elle et ce qui lui a été transmis, se réinventer professionnellement pour devenir coach mindset, aligné surtout avec ce qu'elle ressent vraiment. Dans cet épisode, pour celles et ceux qui sentent que ça devrait faire le bonheur mais que ce n'est pas le leur, alors je reçois Maude pour pouvoir en parler. Bonjour Maude, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de m'accueillir pour cet épisode. Avec grand plaisir. Alors justement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, oui, moi ce que j'aime bien dire pour me présenter, c'est que j'adore le sport, j'adore l'humain et vraiment la connexion à l'humain et la relation, ça me passionne et j'aime beaucoup aussi la découverte, le voyage et apprendre. Mhm. Pour mon parcours professionnel, tu l'as dit à la base, je suis ingénieure chimiste. J'ai fait un master en management de l'innovation et j'ai été consultante en innovation. Et après, j'ai dirigé une BU de marketing stratégique dans des PME, tout ça, parce que en fait, moi, j'aime bien la dimension PME parce qu'on est très autonome. Enfin, il y a beaucoup de liberté quand on est OK d'accepter les responsabilités qui vont avec et ça me plaît bien. Et donc, à la fin de ce parcours en PME, j'étais directrice commerciale pour le Japon. Et ma fierté sur ce poste, c'est d'avoir passé le business de 300 000 euros à 1,2 million en 2 3 ans. J'étais pas toute seule, évidemment, il y avait une équipe sur place aussi. C'est ma fierté de ce parcours-là. En fait, je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'est ma sensibilité, mon empathie. Enfin, c'était des choses qui me caractérisaient et que je sentais fortes chez moi. J'avais envie de mettre ça au service dans mon travail de manière beaucoup plus présente, en fait, et principale, quoi, et prioritaire. Donc, c'est ça qui m'a fait choisir. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes entrepreneurs à aligner leur business avec ce qu'elles ont dans les tripes. Waouh, on va justement y revenir parce que c'est vrai que là tu nous expliques que tu as, notamment lorsque tu étais en poste, eu une croissance impressionnante de chiffre d'affaires, mais finalement, c'est pas ce qui t'a motivé et justement on va y revenir dans cet épisode. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Oui, le challenge Ramène ta fraise, on a posté toutes les deux. Tu as liké un de mes contenus, je crois, ou un de mes posts, et fait un commentaire. Et puis après, je t'ai proposé d'échanger. Suite à notre premier échange, le contact est bien passé. On fait cet épisode. C'est chouette, je suis contente. C'est clair, je le dis souvent, mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont vraiment puissants puisqu'on rencontre plein de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées, qui sont pas forcément à côté de chez nous et qui partagent nos valeurs et ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Yes. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi?
J'ai pas mal réfléchi avec cette question et en fait, il y a quelqu'un qui m'est venu spontanément. Je suis contente de pouvoir parler d'elle, c'est Violette d'Orange. Au début, je cherchais beaucoup voilà, plus de personnages historiques. Cette femme, récemment, elle m'a beaucoup inspirée, enfin, déjà par ce qu'elle a fait avec le Vendée Globe et son âge. Et surtout parce que je trouve qu'elle s'autorise à être vraiment elle-même et à être dans l'émerveillement, juste à le partager, à le communiquer. Et je trouve que c'est pas si fréquent de voir autant d'authenticité et de simplicité, alors qu'elle fait des trucs de dingue, globalement. Donc, voilà. Bon, bah merci pour ton partage. Effectivement, c'est la première fois qu'on la cite dans ce podcast. Est-ce que tu peux maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, nous raconter ce qui t'a amené vers des études en chimie, puis sur l'innovation? Yes, j'ai toujours beaucoup aimé les sciences, principalement maths et physique, chimie. J'ai fait pas mal de calcul mental avec mon père quand j'étais petite. Je pense que ça m'a aussi donné une sorte de fibre au niveau des mathématiques. Et la chimie, c'était pour moi une manière de comprendre le monde à un niveau petit, quoi, infime, de comment est composé le monde et comment on transforme les choses. Et ça m'a beaucoup inspirée. J'ai fait un bac S, après j'ai fait prépa, j'ai fait une école d'ingénieur chimiste. Je me suis pas posé non plus des tonnes de questions. Par contre, après de l'innovation, quand j'ai commencé à bosser dans des grands groupes, j'ai fait des stages dans des labos, là, ça m'a pas, ça m'a pas plu du tout. Déjà, l'effet grand groupe, parce que je pense que ça correspond pas à mon profil. Là, aujourd'hui, je suis entrepreneur et je pense que dans un grand groupe, c'est plus compliqué quand on a ce type de profil. Ce qu'on fait en labo dans une boîte de chimie, c'est au service du business. Et en fait, moi, j'avais envie d'être connectée à la partie business. Et Mhm. donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers l'innovation. Je trouvais que c'était un très bon moyen de mêler à la fois toutes mes connaissances en chimie et en même temps, plus la partie business qu'on veut faire avec le marché, quels sont les besoins, comment on peut y répondre, etc. Ok. Alors justement, tu nous as dit que les stages que tu avais fait dans des grands groupes t'avaient pas plu, que toi, tu as plus une mentalité quelque part à être plus autonome, plus responsabilisé, donc que les PME te convenaient mieux. Mais finalement, tu as senti qu'à un moment donné, c'était plus ta voie. Qu'est-ce qui a commencé à te manquer dans ces postes, ces missions et tout ce que tu faisais professionnellement au quotidien? Je me suis toujours beaucoup impliquée dans mon travail. Enfin, pour moi, c'est une contribution à la société et c'est très important pour moi. Au bout d'un moment, quand je gérais le business au Japon, j'avais des idées de quoi faire pour développer plus. Et puis après, je me disais, bah, je peux développer peut-être d'autres pays en Asie. Je me suis rendu compte que aller vers ça, ça m'animait pas plus que ça non plus. Enfin, je me disais, c'était à la fois, c'est un peu la logique de ce poste et de ce que je suis en train de faire avec cette boîte-là. Et en même temps, je sentais que ça m'animait pas au fond de moi. J'ai plus pris conscience de ma sensibilité, de mon empathie, et du coup, j'ai eu envie de mettre ça plus au centre. Personnellement, je trouve ça extrêmement puissant, et donc j'ai vraiment eu envie d'honorer ça aussi chez moi, quoi. Et oui, donc du coup, effectivement, tu as fait, je dirais, un virage. Alors peut-être certains diront un virage à 180 ou 360, etc. Mais finalement, tu es passé d'une carrière très traditionnelle, hein, ce qu'on attend, en tout cas pour toutes celles qui ont été élevées dans les années 70, 80, 90. On a toutes fait ça, faire des études, rentrer dans des groupes plus ou moins importants, essayer de développer son activité et sa carrière professionnelle, parfois même gravir les échelons. Et à un moment donné, certaines d'entre nous se sont rendues compte que finalement elles vivaient le rêve peut-être des parents ou le rêve de la société, mais qu'elles ne vivaient pas en fait pour elles. À quel moment pour toi ça a été justement une révélation? Est-ce que ça a été vraiment un moment où tu t'es dit waouh, en fait il faut que je change, ou est-ce que ça s'est fait petit à petit au fur et à mesure d'une introspection? En fait, il y a eu deux moments. Un moment, en fait, je faisais partie d'un groupe de co-développement. Donc, on était en petit groupe et on apportait des problématiques. Moi, j'étais parmi celles qui exploraient énormément mon intériorité dans ce cadre-là. Une première fois, en fait, j'ai vu justement, moi, mon truc, c'est l'humain. C'est un peu comme une sorte de révélation où je me suis dit à moi-même, ce jour-là, je me rappelle très bien, c'était en juillet 2022. C'était une immensité pour moi, en fait, de reconnaître ça. Sur le coup, c'était presque trop. Enfin, c'était trop. Et émotionnellement, j'avais encore beaucoup de, on va dire, de tourbillons intérieurs. Et je pense que j'étais pas prête à me dire, à changer. Et donc, les seules choses que je me suis autorisée, c'est que j'ai commencé à lire des livres sur la psychologie à ce moment-là. Un an plus tard, dans le même groupe de co-développement, et ben en fait, ça m'est réapparu. C'est vraiment l'humain. C'est vraiment ça qui est important pour moi. Ce jour-là, c'était encore une fois extrêmement intense émotionnellement. Ça m'a pris une semaine et après j'ai dit à mon chef, je vais partir, on va s'organiser. Voilà, je vais changer de métier. Ok. Et c'est là où tu as découvert le coaching, je suppose.
Oui, bah en fait, je savais déjà que j'allais me tourner vers le coaching à ce moment-là. Je me suis formée aussi, bien évidemment. La première révélation, c'était juillet 2022. La deuxième, c'était juillet 2023. Et tout le premier semestre 2023, j'ai fait tout un travail de coaching aussi, notamment de libération émotionnelle. Ça m'a beaucoup apaisée intérieurement. Parce qu'en fait, de l'extérieur, tout le monde me trouvait assez calme, assez analytique, etc. En fait, c'est une grosse tempête émotionnelle et intérieure. Et je pense que là, cette forme de stabilité que j'ai trouvée, retrouvée, ça m'a donné plus confiance en moi pour la suite. J'ai pas eu tellement de peur, j'avais juste envie. Je me suis dit là, c'est vraiment ça qui est important pour moi et j'y vais. Waouh, en tout cas, on voit une belle évolution. En préparant cet épisode, justement, tu me disais que t'as pas toujours fait des choix en suivant tes envies, mais que aujourd'hui, tu es bien plus à l'écoute de toi-même. Et comment tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne en fait au quotidien pour toi? Et puis, qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver? Parce que c'est pas facile de s'écouter. On a déjà sa propre pression. Des fois, on a la pression des autres, plus ou moins proches, les parents, le conjoint, les amis, la société de manière globale. Et donc, c'est parfois assez compliqué de se dire, OK, j'ai la bonne intuition, je suis ce que j'ai envie de faire, parce que les autres vont dire non, surtout pas, mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est n'importe quoi, etc. Et donc, parfois, on a du mal justement à sortir de cette case dans laquelle on a été mise. J'ai toujours fait des choix qui m'inspiraient. La nuance que je dirais aussi par rapport à ce que tu dis, c'est de quelle partie de moi ça vient, en fait. C'est-à-dire, parfois, ça peut être drivé par des peurs, justement, d'être rejeté, par exemple. Enfin, je m'efforce de plus en plus de distinguer qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et justement qui vient de mes tripes, qui vient de quelque chose de fort en moi et qu'est-ce qui est plus de l'ordre des peurs et de l'ordre de l'extérieur, comme tu disais. Et donc, pour faire ça, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me poser avec moi-même. Donc, assez paradoxalement, le Covid, ça a été un peu une bénédiction pour moi, un premier niveau. C'est-à-dire que au lieu déjà d'être parti à droite à gauche, enfin, j'ai beaucoup bossé pendant le Covid, mais la différence, c'est quand même qu'au lieu d'être parti à droite à gauche tous les week-ends chez des copains, j'étais quand même un peu plus chez moi. Du coup, il y a des choses qui ont commencé à se poser. J'ai commencé à être plus au contact de moi-même. Mhm. Je me rends compte que je le vois chez plein de personnes, chez les personnes que j'accompagne, mais pas que, bien plus largement. C'est pas nécessairement très confortable en fait de se retrouver avec soi-même. Euh, Donc, par exemple, je sais pas si ça vous fait peur d'aller au resto ou d'aller au ciné seul, bah, posez-vous des questions. Et ça peut être des choses à expérimenter, à tester, qui peuvent vous permettre cette connexion. Et si ça vous paraît radical, bah, ça peut être juste de s'asseoir 5 minutes et de rien faire. On entend souvent en méditation, quoi, faire le vide, des choses comme ça. Ça, c'est une forme qui est possible. C'est aussi une forme d'injonction, des fois, genre, ah, il faut que je fasse le vide. Ah mince, je pensais à 36 000 trucs et ma liste de courses et pour le boulot et mes enfants, etc. N'essayez rien de faire en particulier, juste posez-vous et voyez ce qui se passe. Et oui, c'est pas facile de se poser parce que la société nous apprend à faire toujours plus vite. On a aussi parfois l'image que si on se pose, ben, on est des fainéants. Ouais. Voilà, où on est des assistés. Donc, c'est pas facile de revenir à quelque chose qui, quelque part, est mal vu par la société parce que nous, on en a besoin. Parmi les choses qui m'ont beaucoup aidé, justement, j'y pense là quand tu dis c'est pas facile et c'est mal vu. Généralement, on ressent beaucoup de culpabilité aussi de faire ça. Mm. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait, donc de libérer cette partie-là de culpabilité, de m'autoriser à être en vie juste là maintenant. Donc là, c'est aussi des prises de conscience successives de j'ai rien à faire, je dois rien à personne, j'existe et ça c'est top en soi. Et ensuite, une fois que ça c'est posé, bah, c'est de quoi j'ai envie. Et de là, quand on a fait un peu le tri de ce qu'on s'impose, c'est plus facile d'écouter ce dont on a vraiment envie. C'est vrai, effectivement. Alors certains penseront que ça demande du courage, surtout par rapport, comme je le disais, à l'image que les autres peuvent nous renvoyer et parfois même les peurs que peuvent nous renvoyer nos proches. Justement, toi, ton mari, il a eu peur de ton changement. Comment tu as géré ça au sein de ton couple? Peut-être pour le rassurer, enfin très certainement pour le rassurer. Oui, effectivement, lui, il n'est pas extrêmement aventurier, il aime bien le connu, il a plutôt peur de l'inconnu et il est plutôt très, très cartésien.
Et moi, à l'inverse, je suis plus connectée à mes émotions, même si j'ai eu une formation scientifique, j'ai toute une capacité analytique aussi, mais en tout cas, mon premier prisme, c'est plutôt émotionnel. Et donc, quand moi j'ai pris ma décision, je l'ai fait vraiment en me disant, c'est ça qui est bon pour moi, donc je le fais, donc je change. Mais effectivement, en termes de salaire, ça faisait une grosse différence, parce qu'en tant que directrice commerciale, on peut imaginer que j'avais un très très bon salaire. Lui, son inquiétude, c'est plus d'un point de vue financier. Donc, il m'a quand même dit, mais fais des calculs, là, comment ça va se passer pour nous, sachant que, voilà, on prenait une maison en plus. Il y avait tout un volet quand même. Je le remercie parce que c'est chouette aussi de balancer ça et d'avoir sécurisé la suite et avoir des plans grâce à son inquiétude finalement. Je le comprends très bien puisque moi ça a été le contraire, c'est-à-dire que à l'arrivée de notre troisième, donc mon mari voulait ralentir un peu et notamment négocier un 4/5e tout en s'engageant auprès de son entreprise à travailler comme un 5/5e mais en répartissant ses jours, enfin ses heures plutôt sur 4 jours pour pouvoir profiter du mercredi avec les enfants. Et après plusieurs mois de négociations qui n'aboutissaient pas, il rentre un jour, il me dit bon j'en ai eu marre, j'ai posé un congé parental total. Et du coup, moi j'étais à la place de, on va dire, de ton conjoint, c'est-à-dire j'ai dit, mais ça va pas? Mais comment on va faire pour payer tout ce qu'on doit payer, etc. Alors lui, qui adore, un peu comme toi pour le coup, les maths, m'a fait un tableau Excel avec absolument toutes les dépenses, tout ce qu'on allait économiser, etc., etc. Et puis finalement, il a réussi à me rassurer en montrant des chiffres en disant, OK, on va moins gagner, mais on va moins payer parce qu'on n'aura plus de nourrice, on aura moins d'impôts, on n'aura plus de frais de déplacement, etc., etc. Et finalement, on arrivait à s'en sortir malgré le fait qu'il passe. Alors je crois qu'à l'époque, ça devait être 350 euros par mois, le congé parental, quelque chose comme ça. Donc il était à plusieurs milliers d'euros, il passait à 350. Il y a eu un moment où le souffle était coupé. Je me suis dit, gloops, on va faire comment? Et effectivement, moi, il m'a rassuré en me faisant vraiment un tableau Excel. Alors il a pris toutes les dépenses possibles et inimaginables pour montrer que finalement, il y avait aussi beaucoup moins de dépenses parce qu'on pense toujours à plus, on pense à gagner plus, on pense à avoir des promotions de salaire, etc. Mais on voit pas que lorsqu'on gagne plus, on va payer plus d'impôts, on va peut-être avoir moins d'aide, on va peut-être avoir des problématiques financières qui sont pas forcément anticipées et qui font que finalement, ok, on a demandé une promotion, mais à la fin du mois, ben, il reste pas grand-chose de la promotion qu'on a demandé si on rajoute en fait tous les frais additionnels. Effectivement, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Maude, pour ton partage. Pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment particulier à nous partager, bien sûr, en relation avec le sujet du jour? Ce qui m'inspirait de vous partager là, c'est le moment où, en fait, après ce deuxième, donc l'éco-développement là, dont j'ai parlé, qui m'ont permis ma prise de conscience, j'ai vraiment ressenti un très grand vide. Donc c'était très très étonnant. Je me sentais un peu comme au bord d'un gouffre avec une lumière que je voyais au bout, mais ça faisait quand même très très peur de sauter. C'était vraiment intense parce que ça m'a demandé aussi de relire mon histoire, parce que je m'étais construit une identité, une histoire professionnelle, personnelle autour de la chimie. Mon choix, là, ça remettait en cause cette histoire que je m'étais construite d'une certaine manière, même si à plein de niveaux, pas tant que ça, mais en tout cas, à l'époque, c'est ce que je me disais. Ça faisait très peur. Et en même temps, du coup, de prendre le temps d'accueillir ça juste pour ce que c'est et ce qui se passe après, c'est magnifique. J'inviterais, je proposerais aux personnes qui nous écoutent aussi, se sentent concernées aussi par ça, juste d'écouter ce qui est présent parce qu'à chaque fois, on se fait un cadeau. Quand on est dans la peur, on ne voit pas le cadeau le derrière et on ne sait pas à quoi il va ressembler exactement. Et des fois, c'est ça qui fait peur. Je vous garantis que derrière chaque peur, il y a un trésor. Ce serait dommage de pas aller le chercher. Ah, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, merci de finir sur ces mots et ces phrases qui sont absolument puissantes. Merci infiniment pour ton témoignage plein d'authenticité et de courage. Ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est finalement une vraie permission, celle d'écouter ce qui vibre en nous, même si ça bouscule nos repères, nos proches ou alors notre zone de confort. On retient qu'il n'est jamais trop tard pour se réaligner, pour choisir une vie qui fait du sens pour nous, même après plusieurs années dans une belle carrière, en tout cas selon la société. On peut tout reprendre à zéro, non pas pour tout recommencer, mais pour enfin commencer à vivre selon nos propres règles. N'oubliez pas que si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le liker, le commenter ou tout simplement le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Car n'oubliez jamais, ce n'est pas parce que c'est difficile
que ce n'est pas le bon chemin. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.